Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour Laurent. Bonjour Mélodie. Donc cette fois-ci, tu es de l'autre côté du micro et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un dispositif de formation qui est la GEN et un petit peu ses spécificités qui en font un dispositif particulier. Tout à fait. Alors, le dispositif de la GEN, c'est Grande École du Numérique. En 2018, il y a eu un appel à projet pour créer une formation qui soit labellisée Grande École du Numérique. Cet appel à projet nous permettait d'obtenir des fonds pendant 3 ans. Et nous avons fait ce dispositif pendant 3 ans plus une année supplémentaire. Concrètement, la GEN chez nous, c'est quoi ? C'est un dispositif de formation qui forme à 4 métiers. 4 métiers, 3 types de certification. Un titre d'infographiste metteur en page qui est un titre professionnel niveau bac. Un titre de web designer qui est un titre professionnel niveau bac plus 2. Un titre de développeur web et web mobile qui est un titre à bac plus 2 aussi. Et un certificat consulaire de community management. Voilà. Et donc nous avons dans un seul espace, dans une seule entité, créé un dispositif qui formait à ces 4 formations. Très bien. Voilà. Très bien. Ce qui serait intéressant de développer, c'est comment tu t'y es pris et d'où est venue l'idée de construire ce dispositif. Eh bien écoute, l'idée était assez simple, appel à projet. Le centre de formation où je travaillais, CCI Charente Formation, est très intéressé par le développement des compétences dans les métiers du digital. Mon directeur me demande si je suis intéressé pour porter le projet, c'est-à-dire préparer les parcours, préparer surtout les dossiers de labellisation. Je dis oui. Là, ni une ni deux, il me donne un rapport de 220 pages, on est vendredi, avec un cahier des charges, celui de la Grande École du Numérique. Et il me dit, écoute, est-ce que c'est possible que mardi, tu nous présentes ça en codir, de manière à ce qu'on voit, avec ta préconisation, si on fait un go ou un no-go. Oui. J'ai pas eu trop le choix, ouais. Bon, d'abord, le projet m'intéressait énormément en termes de construction pédagogique. Donc, je passe tout le week-end à décortiquer tout le projet. Je fabrique une mind map de 2 mètres carrés pour arriver à modéliser un peu tout ce qu'il y avait là-dedans. Il fallait que j'analyse à la fois les plateaux techniques qu'on avait sur place, la capacité qu'on avait d'accueillir des gens, etc. Et puis je leur fais la présentation le mardi. Le mardi midi, la direction valide la possibilité de labelliser. Donc là, j'ai mon cahier des charges. Alors moi, initialement, je forme des formateurs. J'ai des compétences en ingénierie à la fois de design de parcours et en ingénierie pédagogique. Mais je ne suis pas un expert des métiers du digital. Enfin, j'ai des connaissances, mais je ne suis pas un expert. Et donc, tout de suite, j'ai une idée. J'ai un de mes collègues qui, lui, c'est son métier, il a une agence de com. Et je vais le voir et je lui dis, écoute, il s'appelle Philippe. J'ai dit, écoute Philippe, j'ai un projet là, j'ai besoin d'un expert. Pour pouvoir faire une construction qui tient debout, quoi. Est-ce que tu serais partant avec moi dans le projet ? Alors Philippe me dit ouais, ça le tente parce que c'est quelque chose de nouveau. Et nous voilà partis tous les deux moi à imaginer un parcours, lui à m'expliquer ce que sont les métiers.
Réponse à l'appel d'offres et appel d'offres validé. Donc, et puis là, on est en 2018. Là, c'est sur l'année 2018 qu'on a fait ça. Et là, l'appel d'offres est validé, mise en place. Et puis là, l'aventure commence. L'aventure commence à ce moment-là. D'accord. Donc, l'aventure commence. Comment vous, donc puisque tu as dit que tu n'étais pas tout seul, comment est-ce que vous construisez ça? Est-ce que vous rencontrez des difficultés, puisque c'est 4 métiers différents, oui, tout à fait. avec peut-être des profils différents aussi, on imagine, des profils d'apprenants différents? Alors, d'abord, ce qui se passe, la première chose, c'est qu'on a des contraintes sur le dispositif. Il faut que l'on forme des gens qui sont issus des QPV, des quartiers prioritaires politiques de la ville. Il faut qu'on ait que des gens qui soient infra-bac, c'est-à-dire des gens qui n'aient pas le niveau bac. Et il faut qu'on ait dans notre cursus 30% de femmes, parce que ce qui est porté par la grande école, c'est la capacité qu'on a à intégrer des femmes dans les métiers du digital. Savoir que c'est des métiers en tension où on avait des demandes de plus de 80 000 offres non pourvues. C'est ce qui avait mobilisé le plan grande école du numérique. Donc on a d'abord ce critère-là. Tout de suite, on pense à quelque chose. Nous, on est localisé dans un centre de formation. Il nous a paru évident, pour toucher les publics des quartiers prioritaires politiques de la ville, d'aller s'installer en QPV. Tout de suite, on s'est dit, nous, il faut qu'on trouve un espace, il faut qu'on trouve un endroit pour travailler au cœur de là où sont nos cibles. On voyait que ça serait quand même compliqué pour eux de les faire bouger. On a beaucoup de gens en précarité, beaucoup de problèmes de mobilité. Donc on s'est dit, c'est pas à eux de venir à nous. Donc déjà, nous, on va faciliter ça. On va aller au cœur d'un QPV. Donc on a fait le tour sur Angoulême, on a 3-4 QPV. On a fait le tour avec les municipalités et puis ces dernières se sont positionnées et on a la ville de Soyaux qui nous a proposé un espace suffisamment grand pour nous accueillir et dans un QPV. Donc on a saisi l'occasion, ils sont devenus partenaires. Il faut savoir que ce dispositif est porté sur les fonds politiques de la ville. Donc nous, notre principale abondance vient de la préfecture, du département, de la région, du Grand Angoulême et aussi de notre CCI qui est partie prenante dans l'organisation et dans le financement. Donc on a commencé déjà à regarder un petit peu les problèmes techniques où on allait aller. Derrière, on s'est dit, formation au métier du digital, faut que les gens aient accès aux outils du digital. Donc on a commencé, et on l'avait déjà réfléchi dans l'appel à projet, on a commencé déjà à trouver des financements pour acheter du matériel. Notre objectif, c'était que tous les apprenants qui venaient à la grande école aient tous un ordinateur portable avec les outils nécessaires au métier. Exemple, les infographistes avec les suites Adobe, etc., etc. Donc déjà, on positionne ça. Et une fois qu'on a regardé un petit peu toutes les contraintes, qu'on a vu un petit peu les situations, les conditions, là commence le travail de découverte et d'ingénierie qu'on fait avec Philippe. Où là, on n'a pas envie de faire des formations, nous, classiques, sur des cours, quelque chose de très magistral. On a un public qui n'a pas réussi à l'école. On ne veut pas les mettre dans une situation d'échec. On ne veut pas que leur remontent des souvenirs désagréables. Donc on décide d'être totalement disruptif dans la proposition pédagogique. Et là, on se dit, la première chose qu'on se dit, on va créer une agence de com' réelle. Et puis dans cette agence de com, ils vont travailler comme travaillent tous ces métiers en agence de com. Voilà, on a commencé comme ça. L'idée c'était ça. Notre idée fondatrice c'était de dire on va recréer un système qui est le système du travail dans la formation. Et voilà, c'est parti comme ça. Une fois qu'on a eu décidé ça, on s'est dit maintenant c'est bien joli, là on veut pas leur faire de cours magistral, mais
mais il va peut-être falloir qu'on aille regarder comment ça se passe sur le terrain. Et du coup, c'était pas très compliqué d'aller voir comment ça se passait sur le terrain, parce que Philippe avait une agence de com. Il avait des potes, comme par hasard, qui avaient des agences de com. Donc du coup, on s'est trouvé dans la situation de dire, ben voilà, quand tu réalises ce métier, quelles sont les tâches que tu fais ? Et du coup, on est parti sur cette décision d'observation. On a d'abord listé les tâches, de manière à voir un petit peu comment c'était. Et ces tâches, on s'est rendu compte que pour nous, ça représentait ce qui s'appelle des situations emblématiques de travail. C'est-à-dire, les situations emblématiques de travail, c'était quelle est la succession de tâches que je dois réaliser, observables, pour qu'on puisse nous les évaluer, qui sont totalement inclus dans la situation travail. Donc c'est parti, là, on a fait les détectives, là, on a été regarder, alors dans tel métier, tu fais quoi, tu commences par quoi, qu'est-ce qu'il faut que tu saches, voilà. Et là on a commencé à dire, voilà, la situation de travail emblématique c'est ça, donc cette situation, alors de quoi on a besoin ? Alors on a besoin de quelles connaissances, de quel savoir, etc., etc. Et là, dans cette dimension-là, moi j'ai dit à Philippe, on va créer, nous, une unité qui est le livrable, qui représente une tâche emblématique de travail, une situation emblématique de travail. Donc très concret. Ouais, du pratico-pratique tout de suite, pour d'abord que la relation avec les formateurs, qui chez nous ont la particularité d'être des gens qu'on a recrutés, mais pas parce qu'ils étaient formateurs. On les a recrutés parce qu'ils étaient des professionnels et qu'ils avaient envie de partager aussi. Je me souviens d'une formatrice en infographie qui me montrait un portfolio extraordinaire dont j'avais pas les compétences pour évaluer son travail. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais concrètement, est-ce que vous aimez les gens ? Et elle m'a dit, oui, mais pourquoi vous me posez cette question ? Je dis parce que dans notre dispositif, il faut aimer les gens. Le côté technique, je doute pas de vous l'avez, mais je veux que vous aimiez les gens. Je veux savoir ce qui va se passer quand, pour la 5e fois, ils vont vous reposer la même question et savoir qu'est-ce que ça va vous faire à vous. Et voilà, du coup, ça s'est bien passé, elle aimait les gens. Comme toutes les personnes qui ont travaillé dans le dispositif, on a récupéré ces compétences-là. Donc, on fabrique ce livrable. Ce livrable sur la situation de travail, on les fabrique pour tous les 4 dispositifs, qui fait 200 livrables à peu près, entre 200 et 230. Après, il y a un travail d'organisation, il consiste à dire quelles sont les spécificités de chaque métier, qu'est-ce qui ne peut être abordé que dans un métier, et qu'est-ce qui peut être abordé de façon transversale, qui est commun à tous les métiers. On va prendre un exemple d'un livrable, la prise du brief. Prise de brief, c'est toutes les demandes, c'est tous les métiers. Oui. Donc, comme ça, c'est intéressant. Et c'est parti comme ça. Et donc, on a fabriqué... alors là, c'est pareil, on a sorti les feuilles A3, là. On a pris tous les livrables, on les a tous mis en place. Et après, on a regardé, ce qui nous intéressait, nous, c'était le temps pédagogique. Le temps pédagogique, nous, on formait déjà sur ces métiers-là, au campus. Ces formations-là duraient 6 mois. Moi, la première chose que j'ai vue en fonction des prérequis des publics où il n'y avait pas de prérequis, je me suis dit, on va allonger le temps pédagogique. Et puis après tout, on avait du temps, on n'avait pas de contraintes. Donc j'ai décidé totalement arbitrairement de mettre la formation sur 12 mois. On s'est posé la question, oui, mais s'il y en a qui y arrivaient plus vite, c'est pas grave. S'ils y arrivent plus vite, ils ont soit la possibilité d'aider les autres, soit la possibilité de continuer sur d'autres types d'apprentissage complémentaires, mais là qui sont plus certifiés, qui sont au-delà de la certification. Voilà, donc on a monté un petit peu ça comme ça avec Philippe, quoi. D'accord. Donc 1 an, donc le temps d'apprentissage rallongé. J'imagine des écarts de niveau, des différences de niveau. Comment c'est gérable ça parce que là on parle de publics qui n'ont peut-être pas d'appétence, comment dire. On parle de prérequis. Qu'est-ce que c'est le... Ouais, on parle de prérequis. Le prérequis qu'ils ont et qu'on attend d'eux, nous, dans le recrutement, c'est la motivation. Et là, la motivation, ils l'ont tous. Ils l'ont tous parce qu'ils se disent, on ne s'est jamais intéressé à nous. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous parle... il y a un dispositif où on nous dit qu'on peut venir. On n'y croit pas trop quand même, parce que nous, ces dispositifs-là, on n'y est jamais allé. Et du coup, la motivation est relativement forte.
Et on a surtout beaucoup de candidats à la première année. On a beaucoup de gens qui, l'appétence du digital, c'est quand même intéressant. Voilà, c'est pas des métiers obsolètes, c'est des métiers dont on parle, il y a des projections d'avenir assez faciles. Donc du coup, on avait beaucoup de public. Mais ce que nous, on faisait quand on les a recrutés dans les phases de recrutement, nous, ce qui nous intéressait, c'était le niveau de motivation. Et on leur faisait faire des tests en leur disant... On fait des tests pas pour savoir ce que vous savez, nous on veut savoir ce que vous savez pas. Parce que derrière, on va pouvoir mettre un accompagnement, on va pouvoir construire des parcours de formation sur des compétences transversales, sur des compétences de base aussi. Hein, c'est tout à fait possible. On a des cours de français, on a pu avoir à un moment des cours d'anglais qui étaient aussi donnés par des étudiants qui parlaient couramment l'anglais, parce que ça c'est aussi une des particularités de ce dispositif. Les gens cèdent, apprennent ensemble, donc ça se fait naturellement. Tu n'en as pas besoin, c'est pas moi qui dis tiens tu pourrais faire ça, c'est ah ben regarde moi elle a besoin de se renforcer en anglais, est-ce que tu crois que je peux l'aider? Oui, je suis sûr que tu peux l'aider même. Voilà. Donc ça part vraiment comme ça dans le dispositif. Donc le recrutement avec les critères qu'on avait vus, la dimension motivation. Et puis le côté, les tests sont faits pour savoir ce que vous savez pas. Oui. Déjà, ça, ils sont surpris par ça, parce qu'ils se disent, ouais, non mais il y a des trucs que je sais pas faire. C'est pas grave. Il n'y a pas dit qu'il fallait les faire, ou il fallait savoir faire. Donc là, on a donc construit le dispositif. Ce dispositif, tout d'un coup, on s'est dit, 4 métiers, des compétences transverses, des choses. On a fait ce qui s'appelle un tuilage. C'est-à-dire qu'on a regardé quelles étaient les parties communes de tout ça. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir mettre ensemble? À quel moment on allait pouvoir mettre les 4 métiers ensemble? Et ça nous intéressait beaucoup parce que l'objectif était de les faire travailler de façon collaborative, coopérative et en mode projet. Du coup, la connaissance les uns des autres, la connaissance des métiers est un élément facilitant. Et dans le parcours, quand on a construit le parcours, on a fait 3 étapes. Tous nos livrables, on les a mis dans 3 moments. Le premier moment, c'était un moment d'acculturation. Ça durait, alors on s'était pas embêté, il y avait 3 moments, on avait dit ça durera 4 mois chaque moment, voilà, acculturation. Après une partie qui est vraiment là, je m'oriente, c'est mon choix métier. Et puis derrière, ce qu'on a appelé nous la phase intermédiaire. Et après, une autre période où on allait, sur les 4 derniers mois, vraiment faire la spécialisation, quoi. Là, on rentrait que dans le cœur du sujet. D'accord. Alors ça s'est pas passé comme on avait prévu, hein, puisque les temps d'apprentissage sont pas écrits d'avance. La partie d'acculturation a toujours, dans toutes les années, a toujours été plus courte. La partie intermédiaire beaucoup plus longue et la partie finale beaucoup plus courte. Donc là, tu veux dire que quand les apprenants rentrent, au final, ils sont tous en phase d'acculturation, ils n'ont pas encore choisi leur métier, ils ont un temps, donc ce temps d'acculturation... De découverte. Et ensuite, ils s'orientent dans une deuxième phase. Ouais. D'accord. Alors, on a observé qu'il n'y a que ceux qui veulent être dev qui arrivent en disant on veut être dev. et ceux-là, ils n'ont pas changé de... Il y en a un ou deux peut-être qui a changé, mais eux, bonjour, je voudrais être dev, mais vous voulez faire quoi avec nous? Je vais faire dev. Très bien, et du coup, il est dev. ça marche quand même. Alors que les 3 autres métiers, on a eu des changements radicaux, des gens qui arrivaient. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils aient d'abord, dans cette période d'acculturation, une bonne vision de ce qu'est le métier. Parce que nous, comme on travaille sur du livrable qui est de la tâche, coder, dans ta tête, ça peut être bien, mais dans la réalité, ça peut être vite fatigant, quoi. Et où tu peux trouver ça nul, ou puis voilà, quoi. Et donc, dans cette approche-là, cette phase d'acculturation, pendant cette phase, on leur disait, écoutez, là, on a au début, on leur disait, on a 4 mois. Et puis, pendant ces 4 mois, vous allez faire d'abord des livrables transverses, puis après, vous allez faire une initiation à tous les métiers. L'idée au départ, c'était qu'ils découvrent. Et du coup, il s'est avéré que c'était d'une efficacité redoutable après. Parce que quand on arrivait dans la phase intermédiaire, où là, on commençait à leur expliquer qu'il y avait un donneur d'ordre, on prenait un brief et que le gars, il voulait un site web, toute son impression print et web, et la partie community et tout le web design, là, tout de suite, il fallait qu'ils bossent ensemble. Ouais. Et ça, tout de suite, on a tout de suite nous perçu qu'ils intégraient l'autre métier dans leur proposition déjà.
Et ça crée des échanges. Ils venaient chercher des informations les uns avec les autres. Donc du coup, ça, d'un point de vue pédagogique, c'était encore au-delà de ce qu'on avait prévu, quoi. Nous, on avait fait ça pour dire ils vont découvrir, ils vont se caler. Le résultat, il a été très flagrant dès la deuxième partie, là. C'est vraiment ce qu'on a pu observer à ce moment-là. Et donc, on les guide sur le parcours. Alors, évidemment, quand on dit qu'on va faire 4 mois, la particularité de ce dispositif, c'est d'être agile. Le dispositif, il a 2 choses qui étaient fondamentales. Tout d'abord, on s'est posé la question et on s'est dit, ok, alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait de la formation pure métier ? Ou est-ce qu'on accompagne des gens dans un dispositif d'accompagnement à acquérir des compétences qui valideront par un diplôme ? Sachant qu'au départ, à la grande école, il n'y avait pas d'obligation de diplôme à la fin. Nous, on trouvait un peu stupide d'avoir fait tout le boulot et de partir avec rien. Oui, tout à fait. Le diplôme était quand même bien une attente de nos apprenants. Oui. Voilà. Donc on a travaillé dans cet esprit-là. Alors moi j'ai monté un dispositif d'accompagnement et la particularité de la grande école, c'est que dans ce dispositif il y a des formateurs qualifiés en métier, mais il y a un formateur, c'est moi qui ai ce rôle, il y a un formateur qui accompagne, qui fait de l'accompagnement, à la fois de l'accompagnement au soutien aux apprentissages s'il y a besoin, une intervention sur toutes les compétences transversales, et la capacité à accompagner personnellement les apprenants, qui sont des gens qui avaient quand même au départ pour certains des difficultés, des problématiques, alors que ce soit des problématiques d'addiction, que ce soit des problématiques... moi j'avais des gens sous main de justice où il fallait que je négocie avec le juge d'application des peines pour voir est-ce que c'est cohérent qu'ils restent dans la formation. Voilà, c'était pas nous qui décidions, hein, c'était une interrogation. Et puis après, des gens qui avaient des problèmes familiaux. Hein. On a eu des gens qui arrivaient à la gêne ou qui vivaient dans une voiture, quoi. Donc nous, on a besoin de les accompagner à devenir stables, parce que quand tu manges pas ta faim ou que tu vis dans une voiture, l'apprentissage, c'est pas ta priorité, quoi. Donc c'était vraiment dans cette idée-là qu'on voulait les accompagner. Donc on a monté ce dispositif d'accompagnement, et puis après, les métiers se sont collés dessus. Voilà, je vais revenir un peu sur le recrutement des formateurs. Oui, j'avais envie de te poser cette question-là parce qu'on a parlé des apprenants, mais concrètement, donc les formateurs, l'arrivée des formateurs, leur recrutement, comment ça s'est passé, comment ça s'organise tout ça ? Alors, ça se fait un petit peu sur des connaissances. Alors, moi j'ai formé pendant 5 ans des formateurs déjà, sur le titre FPA. Donc formateur de formateurs. Voilà, moi je suis formateur de formateurs. Oui. J'ai formé des formateurs et des ingénieurs pédagogiques. Donc voilà, ces deux dimensions-là. Et du coup, il y a des gens, je les connais puisque je les ai formés. Et puis j'intervenais au niveau du campus sur toutes les formations dans les dimensions transverses, sur des compétences transversales. Donc du coup, j'ai vu beaucoup de monde et dans tous les dispositifs. Et là, je me suis souvenu de gens qui avaient une bonne posture, des gens qui aimaient les autres. Voilà. Et du coup, je les ai contactés. Je leur ai dit alors c'est des gens, les 3/4, enfin même tous, ils n'étaient pas formateurs, ils faisaient pas que ça, quoi. Et alors moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils soient pas formateurs. Eux, ce qui les inquiétait, c'est qu'ils soient pas formateurs. Bah oui, justement. Et alors du coup, moi j'avais vu avec mon patron, il me dit mais comment tu vas faire ? Je dis mais c'est pas grave. Je dis moi je forme des formateurs. Là, je vais les former en situation de travail. Donc je vais déployer l'équivalent de ce qui est la modalité d'une AFEST en interne dans notre dispositif. C'est-à-dire qu'ils vont faire, on va mettre en place des parties d'analyse réflexive de leur travail. Je vais leur apporter des notions, des savoir-faire qu'ils vont pouvoir observer ou qu'ils vont pouvoir apprendre par eux-mêmes. Et puis en découpant comme la formation de formateur, l'urgence, nous, c'était de préparer et d'animer des séances. La deuxième partie, c'était en capacité de créer de l'ingénierie, notamment de l'ingénierie pédagogique. Et la troisième partie, d'avoir des capacités d'accompagnement, soit aux apprentissages, soit personnels, à leur tour, des apprenants. On a mis ça naturellement en place. Avec quelques outils et beaucoup de pratiques, ça marche super bien. D'accord. Voilà. Oui, donc concrètement, les formateurs... Les professionnels métiers. Oui, c'est ça, arrivent. C'est des professionnels métiers, ils arrivent. Ouais. Ils arrivent et comment ça se passe ?
Eh ben déjà, je leur explique qu'ils n'auront pas de cours. D'accord. Ah ben là, c'est panique à bord. Alors parce que j'en ai qui avaient commencé à réfléchir qu'ils allaient faire des cours. Ah, mais oui. Oui. Alors moi, j'aurais dit aujourd'hui, l'avantage qu'on a, nous, tout ce qu'on enseigne, c'est disponible gratuitement sur le web. Nous avons en face de nous des gens qui vont faire des métiers où l'auto-formation est une obligation parce que l'obsolescence des compétences, elle est à peu près de 6 mois. Donc nous, il va falloir qu'on leur apprenne à apprendre, à se débrouiller tout seul, à construire leur parcours. Donc pour nous, la priorité, c'est pas d'amener de la connaissance, c'est de leur faire exécuter des tâches qui sont des tâches métiers où ils vont s'interroger sur quel type de connaissances ils peuvent avoir besoin. Et là, une stratégie un peu qu'on va retrouver de classe inversée, où ils ont quand même accès à des notions qu'ils vont pouvoir regarder eux-mêmes, on leur donne des liens, on les inscrit sur d'autres parcours de formation qui sont en ligne, qui sont gratuits pour qu'ils voient. Et on les laisse venir après exécuter les tâches et nous on observe la tâche. Et il y a une interdiction dans la gêne, c'est quand on interagit avec un apprenant, il est interdit de répondre à ces questions par autre chose qu'une question. De manière à ce qu'ils réfléchissent et de manière à activer la métacognition chez eux. Et tout d'un coup, c'est assez marrant parce qu'au début, ils viennent me voir en me disant, ou nous voir en nous disant ah mais j'ai une question, tout ça. Alors nous, on lui dit ouais, mais est-ce que tu es conscient quand même que tu as la réponse en toi ou tu peux la trouver tout seul? Ah ouais, d'accord. Bon, ok. La fois d'après, ils viennent nous voir. On évolue sur 2-3 mois et puis ils viennent nous voir. Et disent, bon, alors, faut que je te pose une question, mais je sais que j'ai déjà la réponse, mais je voudrais quand même vérifier. C'est un petit peu ça qu'on retrouve. Ce qu'on veut absolument, c'est développer l'autonomie. C'est qu'ils soient capables par eux-mêmes. Et le dispositif d'accompagnement qui est construit, il est construit. Comment dire accompagner les gens, c'est une injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'on accompagne les gens pour qu'ils soient autonomes, et dans la réalité, l'accompagné, lui, se dit « oulala, mais si on m'accompagne, c'est que j'ai besoin d'être accompagné, donc je vais avoir un problème. » Et du coup, plus l'accompagnement se fait prégnant, plus la personne pense qu'elle a besoin d'être accompagnée. Et du coup, on crée cette dichotomie totale qui fait l'effet inverse de ce qu'on vise. Donc moi au départ, j'ai pratiqué ça et je leur ai fait, j'ai pratiqué ça sur une méthode un peu d'inventaire. Je leur ai dit voilà, dans tout ce que vous allez faire, pour être accompagné, voilà, vous avez toute cette liste de possibilités. Alors exemple de possibilités, vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez demander un entretien, etc., etc. Moi ce que je voulais, c'était surtout pas aller vers les gens en leur disant oulala, j'ai observé, là t'as un problème. Et que la personne vous dise « Ah bon, j'ai un problème. Comment voulez-vous qu'il résolve un problème dont il n'a pas la conscience ?» Oui, pourquoi poser, leur faire poser des... Voilà, leur faire poser à eux la question. Oui. Et là, la première démarche, et moi j'ai une apprenante dès le début qui me l'a très bien dit, elle m'a dit « Laurent, là j'ai plus le choix. J'ai essayé par moi-même toutes les solutions, j'ai besoin d'un entretien avec toi pour que je te parle de telle problématique. » Et là, c'est ça l'autonomie. C'est la capacité qu'on a à regarder là où on en est, d'analyser la problématique, d'essayer de la résoudre et de savoir comment on va pouvoir obtenir une aide si on n'y arrive pas seul. Et tout le dispositif d'accompagnement est basé sur cette stratégie-là. Les rendre autonomes. Voilà. Être présent et les rendre autonomes. Alors ça implique vachement de choses. Par exemple, c'est complètement déstabilisant si on regarde la formation dans sa dimension administrative. C'est-à-dire qu'une formation, ça commence à 9h le matin, à midi on va manger, à 13h on reprend, à 17h on est à la maison. Sauf que c'est pas ça la vie. L'accompagnement il est permanent. Je disais un jour, j'ai mon chef, il me dit ah oui mais on m'a dit que tu avais répondu au téléphone le samedi soir à un tel. Oui. Moi je considère que quand le feu démarre, si c'est le samedi soir, je ne vais pas dire à la personne, écoute, détends-toi bien, on en reparlera lundi. On commence par une fumerole. Le lundi, c'est l'incendie. C'est-à-dire que là, il faut 12 canadaires pour éteindre le truc. Non, c'est permanent. C'est permanent avec des règles. On est capable d'authentifier, nous, la problématique et l'importance de la réguler. Et de la même façon, ce qui a été observé, ce que j'ai observé sur tous les dispositifs,
c'est que les gens, s'ils vous appellent, c'est qu'ils sont vraiment en détresse, c'est qu'ils sont vraiment un problème. C'est pas pour blablater, quoi. Oui. Donc du coup, ça arrive pas souvent. Quand ça arrive, c'est bien. Parce que là, j'en peux plus, viens me chercher, je vais faire des conneries, etc. Mais là, faut arrêter le truc tout de suite, quoi. Et ça, c'était un peu notre boulot. Et du coup, nous, on s'est totalement affranchis dans l'organisation, en accord avec notre organisation. On s'est totalement affranchi d'un tas de choses, quoi. L'exemple qui me vient le plus à l'esprit, c'est l'histoire des feuilles de présence, où moi, je me retrouve face à un apprenant qui est agoraphobe. Donc le gars, ça fait 3 ans qu'il a parlé à personne, réellement. Moi, je lui annonce une super nouvelle. À partir du 20, on sera 24 ou 25 ensemble. Tous les jours, tu vas te régaler, tu pourras avoir plein de potes. Il est terrorisé. La première semaine, les 2 premiers jours, il vient pas. Le 3e jour, il vient le matin. Mais à l'après-midi, c'est trop dur, il repart. Etc., etc. Qu'est-ce que je fais? Je le marque absent. Donc moi, non, je le marque pas absent. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas quand il était pas là, en vrai, c'est quand il est là. Cette personne a fait son parcours de formation, un titre de web designer, et aujourd'hui il est en train de passer un titre de développeur. C'était juste ça l'idée. On n'allait pas s'arrêter avec une feuille de présence. Et d'ailleurs, c'est un dispositif où tout de suite moi, j'ai posé les jalons avec ma direction en leur disant que j'allais désobéir. De facto, j'allais désobéir, donc il fallait qu'ils soient au courant. Parce que, Ça commence bien. Ouais, la relation de confiance n'était pas altérée à ce moment-là encore. Voilà, mais j'ai pas d'autre choix que de leur dire ça. J'ai pas d'autre choix. Ce dispositif, il a deux grands éléments. Un, on s'affranchit des règles qui nous ennuient, qui servent à rien et qui sont des entraves aux apprentissages. 2, on est dans une approche agile et systémique où la préfète m'avait posé la question, m'avait dit Laurent, comment vous faites ça là? Parce que ça a l'air un peu complexe. Je lui ai dit écoutez, si je pouvais vous faire une métaphore, je vous dirais que je construis un avion en plein vol. Ah, c'est intéressant. Ouais, on a décollé. Mais à des moments, faut réduire la voilure ou l'augmenter parce que la vie, elle n'est pas droite, elle n'est pas linéaire. Et la particularité de ce dispositif, c'est d'avoir à la fois le concepteur pédagogique, l'accompagnement, les formateurs et partie prenante avec les apprenants. On a totalement intégré l'apprenant, parce que bon, moi l'histoire de l'apprenant centré, centration sur l'apprenant au cœur du dispositif, ouais, ça c'est le projet ça. Nous, l'apprenant, il co-construit avec nous. Et concrètement, donc si on revient au début de la formation, les apprenants arrivent en formation, donc on a parlé du fait qu'il y avait 24, 25 apprenants. Oui, c'est à peu près ça la cohorte qu'on avait. Un public, avec des profils vraiment différents. Oui. Concrètement, ils arrivent en formation. Comment ça se passe? Parce que tu nous parles de conception pédagogique un petit peu singulière. Ouais. Concrètement, comment ça se passe? Comment tu les fais adhérer à ce dispositif de formation? D'abord, une semaine d'accueil. Une semaine d'accueil où on a besoin de les laisser s'exprimer. Pendant cette semaine, moi j'ai fait un truc au départ, enfin à chaque fois c'était pareil. Hein. Toutes les tables et les chaises en vrac dans un coin. Voilà, vous arrivez, c'est votre espace. Bah écoutez, aménagez-le. Déjà, là les premiers, on observe nous. On commence à avoir un peu de leadership, on commence à voir tout un tas de choses se détacher. Comment les gens s'organisent en collectivité, quels sont ceux qui sont en retrait, etc. Donc déjà pour nous, c'est un très 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 beau espace d'observation. Deuxième chose, moi je leur explique, là on va vivre là. Hein. Nous on est à part de notre centre. Hein. Notre centre, il y a 1 millier de personnes qui bossent dans un centre de formation, qui apprennent et qui enseignent. Et puis de l'autre côté, nous on est à part dans un QPV. Et là, je leur dis, on va fabriquer notre règlement intérieur, parce que pour vivre ensemble, il faut des règles. Donc vous avez fabriqué, pendant cette semaine, ils fabriquent le règlement intérieur. Et en plus du règlement intérieur, je leur demande de rédiger une charte de qualité de vie. Parce que le règlement intérieur, pour moi, c'est des barrières qu'on met entre nous
c'est vraiment les garde-fous ultimes, mais ça décrit pas comment on va vivre ensemble. Et du coup, ils co-élaborent cette charte de bien vivre ensemble. Ils en sont signataires, ils en sont dépositaires, ils en sont responsables. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut mettre en œuvre. Et après, une des clés qu'on utilise nous dans l'accompagnement, on ne préjuge pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, si son comportement ne me paraît pas normal, justement ne me paraît pas normal, moi j'essaie de me mettre à sa place et de trouver pourquoi aujourd'hui tu es en colère, pourquoi ceci, pourquoi cela, et moi je veux avoir cette info, je veux savoir. Parce que t'aider, c'est pas de dire c'est pas bien, c'est comment je peux t'aider à résoudre ton problème, parce que peut-être t'arrives pas à le résoudre tout seul. Oui. Et ça, la première semaine, on fait ça. C'est très intense. Il y a beaucoup d'émotions pendant cette première semaine. On leur explique bien le dispositif. On leur explique que ce dispositif, il est pour eux, que nous, on est là pour eux. Parce que notre seule satisfaction, ça sera leur réussite à eux. C'est un objectif commun au final. Ouais. Et cet objectif est porté à la fois par l'équipe pédagogique et à la fois par les apprenants. On va très très loin puisqu'on élabore des cours avec eux. D'accord. C'est-à-dire qu'on leur dit voilà la thématique de cette semaine, la situation de travail c'est ça. Tout le monde a cette représentation de ce que ça peut être. Et on leur dit vous allez monter le cours et vous allez nous expliquer ce qu'il faut apprendre. Puis après on est un peu plus vicieux. On utilise des stratégies où je leur dis c'est super. Moi cette thématique j'y connais rien, alors du coup moi je passe crème parce qu'il y a des métiers si c'est un peu pointu je sais pas faire, et je leur dis votre job c'est de m'apprendre ça quoi. Et du coup ils se mettent dans la dimension de produire le fait qu'ils vont m'enseigner les choses. Et alors moi je suis très bien placé pour savoir qu'enseigner est une des meilleures façons d'apprendre. Oui. Et je me retrouve dans une posture où des gens qui se pensent pas légitimes enseignent. Et j'ai eu le cas d'un de mes apprenants qui était un des plus timides. Et un jour, moi j'étais assis à une autre table, je le vois au tableau avec deux gars qui étaient déjà bons en dev, et c'est lui qui expliquait quelque chose. J'ai tourné mon smartphone, j'ai juste fait une photo vite fait comme ça, hop, j'ai continué ma discussion, et à la pause de 10 heures, j'ai dit écoute, viens voir, il s'appelait Xav, j'ai dit Xav, viens voir là, je te montre quelque chose. Je lui montre la photo, et quelqu'un de très timide qui prenait pas la parole, je lui dis qu'est-ce qui se passe là sur la photo, Xavier? Et là il me répond mais tu sais dans la vie quand faut y aller faut y aller. Ah oui. Et voilà, et ça c'est de l'autonomie là, c'est ce qu'on veut faire vivre, c'est ça en vérité. Et c'est ce qu'on a fait vivre pendant 4 ans là dans ce dispositif. Ça a été. Donc tu nous parlais on parle souvent de l'apprenant au centre de son apprentissage. Oui. Donc là, pour toi, c'est ça. Tu nous parles de classe inversée, d'accompagnement. Donc Oui. ça, pour toi, c'est Oui. une clé de... Oui. En vérité, il y a pas. C'est la capacité qu'on a nous à proposer quelque chose d'adapté à la personne qu'on a en face de nous. Tu me parlais tout à l'heure, je ne sais pas si j'avais répondu, mais tu sais cette question, mais cette disparité, cette distanciation de niveau, tu vois, ce prérequis qui est initial mais qui est très éloigné. En vérité, le temps pédagogique nous permet de le gommer, et on porte pas l'apprentissage seul. C'est-à-dire que les apprenants, dans ce qu'on appelle la pédagogie, la capacité qu'ils ont à s'enseigner les uns les autres, les meilleurs, on leur dit allez chercher les autres. Allez les chercher, allez les accompagner. Et on leur dit pareil, et ils font comme nous. Quand ils posent une réponse, quand ils posent une question, ils répondent pas. Ils posent une question aussi, parce qu'ils ont bien compris l'attrait. Et du coup, on a des gens qui vont avoir, ils avancent pas du tout au même rythme, ça c'est sûr. Sur les livrables, c'est pas du tout pareil. Nous, on se fixe, on connaît quand même un petit peu les difficultés et on anticipe les difficultés d'apprentissage. Donc le temps des livrables est modelé quand même au fait que ce qui nous semble être le moins rapide correspond au temps qu'on a donné. Et après, c'est pas grave si ça accélère. Faut pas se poser des questions. Des fois, des gens ils disent ouais, mais ça c'est une question de riche. Bah ouais, c'est ça quoi. Ils disent, mais ouais, mais j'ai un jour de rab. Et alors, c'est quoi? Un jour de rab, ça va peut-être te permettre de faire une formation, une journée impromptue sur la prise de parole, tu vois, des choses comme ça, où ils vont pouvoir venir présenter le travail qu'ils ont fait dans la semaine, expliquer un point particulier. Puis on leur dit, toi aujourd'hui, tu vas enseigner cette partie. On voit qu'il y en a 2 ou 3 qui ont eu un problème, ou c'est le problème un peu majeur, et puis il y en a un qui a réussi, du coup tu vas te mettre là et puis tu vas leur expliquer, tu réponds à leurs questions.
tu les laisses réfléchir et tu leur poses des questions pour qu'ils trouvent la réponse à leurs questions. Et ça, c'est magique. Hein. Alors j'ai retenu que tu nous as parlé d'autonomie Oui. et que tu nous as parlé que ce dispositif a débuté en 2018. Cette date m'intrigue un petit peu, enfin voilà, provoque quelque chose chez moi parce que on sait qu'en 2019, il s'est passé un épisode où on a été confinés, voilà, hein, le Covid. Donc, comment ça s'est passé concrètement ? Est-ce que vous avez pu poursuivre les apprentissages ? Est-ce que l'autonomie qu'ils avaient acquis suffisait pour poursuivre ? Oui. Alors là, il s'est passé deux choses. Moi, pendant 3 ans, j'ai été responsable de la prospective et la recherche en innovation pédagogique. Et ce que j'avais observé, c'est que le digital venait frapper à la porte de notre métier de formateur. Et moi déjà, depuis 2 ans avant, j'enseignais déjà avec des parties synchrones et asynchrones distancielles. De manière à ce que mes formateurs, parce que moi j'y étais déjà soumis, quand j'avais des missions à 400 km, si c'est pour aller parler à des gens à 400 km, moi j'avais déjà compris qu'il fallait utiliser des outils qui nous le permettaient. Alors à l'époque c'était Google Meet qu'on utilisait, c'était pas un outil spécialisé ou dans la classe virtuelle, mais c'était un outil où on pouvait échanger et puis avec des activités, on pouvait arriver à faire des choses sympas. Et du coup, dès le début, moi j'ai demandé à mon équipe de formateurs et aux apprenants d'avoir cette capacité à suivre un apprentissage distancié sans être sur place. Le fait qu'ils aient des ordinateurs qu'on leur ait remis, c'était bien. Donc là, on avait un autre problème technique, c'est comment ils se connectaient chez eux, qu'il fallait résoudre. Alors comment ça se résout ? Forfait téléphone, accompagnement au forfait téléphone. C'est pas un problème qu'on a eu très récurrent, quoi. En vérité, ils arrivaient à se connecter, quoi. Après, la limite, c'était la durée de leur forfait ou des choses comme ça. Et là, donc, on a développé cette stratégie. Et puis, sur le deuxième dispositif, puisqu'on était sur le deuxième, à ce moment-là, Donc là, ils étaient déjà en partie digitalisés, j'ai envie de dire. En même temps, c'était des formations du digital. Ouais, voilà. Oui, c'était pas très compliqué pour nous de se digitaliser, en vrai, puisque ça fait partie de notre pratique. Et puis moi, je peux pas former un dev ou un web designer ou un community en occultant le côté qui va travailler certainement à distance avec des clients qui seront loin. Dans plusieurs en freelance, voilà, ça fait partie du job, quoi. Oui. Donc on l'a tout de suite intégré dans cette dimension-là, et on a mis 2 jours de distanciel dans les cours par semaine. D'accord. Voilà. Et là, on se pointe mi-octobre, mi-mars, c'était en mars. On donc arrive là, mi-mars, et là, on nous annonce, vous restez chez vous dans 2 jours, quoi. Mardi soir, c'est plié, le game, on reste. C'était frappé fort. Enfin là, les formations. Là, c'est pas compliqué. Nous, le centre, 40 formations longues, 39 de fermées. Ouais. Parce que pas d'outils, pas de formation. C'est-à-dire, les personnels sont pas formés, et pas outillés. Oui, voilà, faut que les formateurs soient formés au digital. Ils sont pas outillés, donc tout s'arrête. Et nous là. Là, moi, j'annonce qu'on va passer en 100% distanciel. Là, vous avez compris que c'était moi qui m'occupais plus précisément de l'accompagnement. Là, je réunis l'équipe pédagogique et je leur dis attention, il va falloir qu'on s'accroche. D'abord, nous, pas se perdre nous. Il faut qu'on reste unis. Et derrière, il ne faut pas qu'on les perde eux. Oui. Ça veut dire que on a de la chance, on était 5 permanents sur le dispositif. Ça tombe bien à 5 jours. On s'est dit, si on prend chacun, entre guillemets, un jour de garde d'accompagnement, toujours en leur faisant faire leur livrable, ils sont toujours dans leur travail, mais on est omniprésent. Parce que là, au mois de mars, ils étaient à combien de temps de formation ? Ils avaient commencé en décembre. D'accord, donc ils étaient plus ou moins à 3 mois. Ils avaient fini l'acculturation. D'accord, oui. Ils avaient fini l'acculturation. Donc, on se connaissait, on connaissait les problématiques. Ils s'étaient formés, ils savaient travailler à distance puisqu'ils en faisaient 2 jours par semaine. Les formateurs étaient formés, parce que pour former les formateurs à travailler en distance, il a fallu que moi je les forme à une stratégie pédagogique qui marche à distance. C'est-à-dire qu'il est hors de question de se taper 7 heures de classe virtuelle
et avec un prof qui fait blablabla pendant que les autres dorment en face. Donc, on a, nous au départ, créé un système de syllabus qui permettait aux gens de réaliser la succession de tâches en étant accompagnés sur un document qu'ils connaissent, qui est toujours fait pareil, qui est normé et qui surtout, nous à l'usage, nous permet de voir que on n'a personne qui décroche. Ils suivent tous l'apprentissage. Donc ça, c'est super intéressant parce que déjà, ils découvraient pas la vie, quoi. Et nous, on n'a pas eu de fracture en réalité. Et mon chef m'a dit ouais, c'est génial, t'avais tout prévu. J'ai été fou, toi, j'ai rien prévu. Moi. Qui pouvait prévoir ça? Ouais, moi, je m'étais juste dit bon bah, tu sais, il faudra quand même que le gars il pense à bosser depuis chez lui. On va lui montrer comment on travaille avec une webcam, comment on se présente, des trucs cons, comment on se met pas dos à la fenêtre parce que sinon on ne voit pas, en mode ghost là. Donc on a anticipé ça, mais absolument pas ça. Non, j'ai dit il faut pas rêver, chef. Moi, j'ai rien prévu là. C'est arrivé parce que c'est arrivé, quoi. Et puis on a passé cette année. Alors, concrètement, comment ça se passe le 100% distanciel? Comment ça se passait? Tu nous as parlé de syllabus, qu'il y avait des visios, mais pas toute la journée. Ouais. C'est-à-dire, alors là, on fait un accompagnement. Donc, ils prennent le syllabus en début de semaine, le lundi matin. Ils prennent le syllabus, on leur laisse un temps pour le regarder. Ils se connectent à 9h. Alors nous, ce qu'on veut, c'est qu'on vérifie qu'ils se connectent. Donc ça, c'est très facile à vérifier sur une plateforme digitale. Donc, ils se connectent à 9h et ils lisent les briefs. Ils prennent bien le temps de les lire. On leur laisse le temps qu'il faut pour découvrir le brief. Parce que des fois, on a des ressources complémentaires, des petites vidéos à voir pour bien qu'on les oriente. Et puis, une fois qu'on a estimé que le temps de prise de connaissance du brief est fait, là, à ce moment-là, on organise une mini-classe virtuelle. Où là, ils viennent nous poser leurs questions. C'est-à-dire que là, on répond qu'aux questions qu'ils nous posent. On leur explique, on prend pas le truc en leur expliquant ce qu'ils viennent de lire, parce que ça les agace, ça. On leur dit, voilà, est-ce qu'il y a des incompréhensions? Est-ce que vous voulez vérifier des choses? Et là, très rapidement, en un quart d'heure, on a fait le tour, quoi. Est-ce que ça veut bien dire ça? Est-ce que quand vous nous demandez ça, c'est bien pour faire ça? Est-ce que vous êtes... Ok, d'accord. Et là, c'est parti. Et après, on fait des checks. C'est-à-dire qu'on planifie sur la semaine des points de rencontre et on les oblige à nous remettre tous les jours leur travail sur la plateforme. Donc c'est ce qu'on appelle le livrable. Une partie du livrable. Voilà. Alors, tous les éléments là où ils en sont. Parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est dans la progression de la semaine. On veut pas se pointer le vendredi en se rendant compte que le gars, il est bloqué sur la première question, quoi. C'est-à-dire que alors au début, on les contraint un peu plus. On leur demande de nous déposer ce qu'ils ont fait réaliser le midi et à 17h. Voilà, on leur demande ça. Alors nous, c'est intéressant parce qu'on leur dit, voilà, nous, la seule façon de vous aider, c'est qu'on voit ce que vous faites. S'il n'y a pas de livrable, on ne peut pas vous aider. Donc là, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils soient investis. Ah, puis là, ils bossent. Là, franchement, tout le monde bosse, quoi. Tout le monde bosse à son rythme, fait ce qu'il peut. Et nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'en fonction de ce qui est rendu dans le livrable, on sait comment on va pouvoir les accompagner. C'est-à-dire, on sait les points de vigilance qu'on a pour chacun dans son apprentissage. Et nous, en vérité, on a une élaboration de grille où on sait exactement où ils crochettent. Et là, direct, on laisse toujours dans les semaines un moment de respiration, on appelle ça. Alors, ce moment de respiration, il y en a, ils font totalement autre chose. D'autres vont ranger, trier, c'est leur moment de respiration, et d'autres vont faire des renforcements. C'est-à-dire que là, on va leur faire un feedback en leur disant, voilà, regarde, il y a ce point-là qui est à renforcer. Alors ça peut être, les solutions, c'est vois avec un tel, revois cette partie de cours, refais-nous cette partie, détaille-nous le processus, parce que très souvent, on les amène plus à réfléchir sur l'enchaînement et l'organisation des tâches que la réalisation elle-même. Parce que bien souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils n'ont pas forcément une représentation de ce qu'ils doivent produire. Si tu n'as pas de représentation de ce que tu dois faire, pour le faire, c'est compliqué. Oui. Donc nous, on observe ça et on les fait travailler, on leur fait valoriser ce qu'on appelle la métacognition, de manière à ce qu'ils soient, qu'ils perçoivent ce qu'ils ont besoin. D'ailleurs, plus on avance dans le parcours, moins on fait de propositions d'aide ou de correction. On leur demande, eux, de venir nous demander ce qu'ils ont besoin. Oui. On leur dit, voilà, tu viens me demander ce que tu as besoin. Ça nous permet, nous, de mesurer si effectivement ils voient que le correctif s'applique, est bien le bon.
Et nous, on voit si c'est le bon, et eux, de toute façon, si c'est le bon, ça match à tous les coups. Et si c'est pas le bon, on les réoriente. C'est là qu'on les accompagne. Voilà. Et après, mise en place d'outils de classe virtuelle classiques, toute la panoplie qu'on a à notre disposition. Et surtout une écriture, ce qui est le plus important, c'est l'écriture des syllabus pour intégrer cette dimension de distanciel. On ne prend pas le cours. Quand on a monté une journée de formation, on ne le prend pas et d'un coup de baguette magique, c'est pas la même chose qui passe en présentiel. Ça n'a plus rien à voir. Les activités sont pas les mêmes, le rythme n'est pas le même, les interventions du formateur sont pas le même, les interactions entre formateurs, apprenants et apprenants entre eux ne sont pas les mêmes. Là, nous, on va utiliser, quand on va mettre un livrable, par exemple, on va leur mettre un forum, un chat. Comme ça, nous, on regarde. Notre objectif, on leur dit, quand quelqu'un pose une question dans le chat, la question dans le chat, elle est contextuelle, elle est très rapide, c'est pour répondre. La question dans le forum est une question d'approfondissement, et du coup, tout le monde voit les questions, tout le monde voit les réponses, et nous, on leur dit. Notre objectif, c'est que nous, on ne réponde pas à vos questions, que ce soit vous, entre vous, qui répondez. Et oui, parce que du coup, ça renforce l'apprentissage de celui qui explique, ça débloque celui qui est bloqué. On a imaginé à un moment que ça pouvait créer un système du genre ouais, moi je suis nul, c'est toujours à moi qu'on explique. Et en vérité, c'est pas du tout ça, parce que on est dans la bienveillance, on est dans l'accompagnement. Oui, les règles ont été établies. Oui. Moi, je leur dis au départ, personne reste à la porte de la cité. J'ai dit, imaginez quand vous allez célébrer la victoire de votre titre, si dans votre équipe de dev ou de votre métier, il y en a un qui n'a pas son diplôme, par pudeur et par politesse, vous ne crierez pas votre joie aussi fort que l'intensité du travail que vous avez produit. Donc, on va s'empêcher ça. On va tous crier très fort qu'on est heureux parce qu'on aura tous réussi. Et du coup, cette dimension-là, elle est prise en compte. Et ça fonctionne, puisqu'on a plus de 96% de certification positive chez nous. Les gens qui ne certifient pas sont ceux qui ont eu un accident et qui ne sont pas venus passer le titre. Il faut être clair. Donc, sur la durée, ça fonctionne, quoi. Mais il y a vraiment cette réalisation collective. C'est-à-dire, comment moi je peux être content d'avoir réussi si mon pote qui a partagé le même effort, il est par terre, quoi. Voilà. C'est ça le truc, en vérité. Et ça gomme énormément de... je sais pas comment dire. En vérité, on a des freins qu'on se crée, là, ils n'existent plus, quoi. D'accord. On n'est plus dans la représentation par rapport à l'autre, machin, mais je les mesure pas, moi. Je mesure pas. Ce que je regarde, c'est... moi, je leur dis, quand vous allez être en emploi, vous avez des compétences, mais la première chose qu'on va vous demander et observer, c'est est-ce que j'ai envie de bosser avec vous, quoi. Oui. Et si vous portez ça, si vous êtes déjà quelqu'un qui avait déjà une dimension plus sociale, une dimension d'écoute, d'empathie, c'est bien, quoi. Parce que j'aurai envie de bosser avec vous. Donc là, on parle de savoir-être, là. Ouais. C'est le savoir-être qui va porter l'apprentissage, parce que moi j'ai eu quelques expériences, quand tu as quand même une grosse tête de con qui est quand même bien professionnelle, tous les jours, faut se le farder. C'est compliqué. Tu te dis, moi je préfère avoir quelqu'un de sympa qui en sait peut-être un petit peu moins, mais au moins qu'est-ce que ça va être bien tous les jours, on va se voir, ça sera super, quoi. Je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil, quoi. Et alors moi j'aimerais revenir à cette... donc on était en 2019, Ouais. On a des épisodes de confinement successifs, en 2020 également. Quel est le bilan de cette période Covid, de ce travail 100% distanciel? Quel bilan tu peux en faire? Alors, tu veux les côtés positifs ou les côtés négatifs? Oui, est-ce que tout le monde a réussi à tenir, formateurs et apprenants? Oui. Qu'est-ce que vous avez pu en retirer? Alors, moi, j'en retire deux grandes choses. À un moment donné, moi, j'accompagnais les équipes déjà depuis 3 ans à la digitalisation du centre. À un moment donné, toutes les questions futiles ont disparu. Il fallait y aller. Donc, du coup, ça a accéléré. Derrière, moi, j'ai des collègues qui m'ont dit « Ah ouais, mais tu vois, du coup, maintenant, c'est vachement bien, parce que maintenant qu'il y a eu le Covid, ouais, les gens, le digital, tout ça. » Non, parce que les 3/4 des gens ont eu une expérience très négative en tant que formateur. Et du coup, avant,
on leur en parlait, ils avaient l'idée que ça pourrait peut-être pas être bien. Là, en tout cas, ils avaient vécu des moments tragiques, quoi. Tout le monde n'a pas apprécié la visioconférence. Non, parce que selon ce qu'on fait, quand on n'est pas préparé, moi j'ai des collègues, je me souviens notamment d'une collègue qui faisait cours à quelqu'un qui m'est proche, un jeune étudiant qui m'est proche. J'étais désespéré pour elle. Elle prenait la parole à 9h, elle l'a posée à midi. Les gamins avaient tous les webcams éteintes, je pense que les 3/4 n'étaient pas là. Moi, de mon côté, je savais qu'il n'était plus là depuis longtemps. Et résultat des courses, quelle détresse pour l'enseignant qui est là, pour le formateur, qui donne tout ce qu'il a, lui, dans une dimension complètement non maîtrisée, qui mesure à quel point c'est pas efficace, à qui on donne l'injonction, mais continuez, ouais, c'est bon, ouais. Ah non, c'est pas bon. C'est dur de capter l'attention en visio. Bien sûr. Pendant Surtout si tu as un cours théorique. Si tu as un cours théorique, c'est du top-down, ça marche pas. Nous, déjà, quand tu regardes quelque chose qui t'intéresse pas à la télé, au bout de 20 minutes, t'es barré, quoi. Donc là, imagine, c'est des cours, c'est des étudiants, là, et au bout d'un moment, c'est qu'ils savaient plus quoi faire, quoi. Ils étaient pris, donc c'est pour ça, moi, qu'à cette époque-là, j'avais fait une alerte sur l'ensemble du campus, en alertant nos directions, en disant attention, parce qu'on était quand même assez focalisé naturellement vers les apprenants, qu'est-ce qu'ils faisaient. Moi, j'ai dit attention, là, il va falloir prendre soin de nos collaborateurs, hein, parce que nous, nos collègues formateurs, et on en a certains, là, ils sont en train d'exploser. Il faut qu'on prenne soin d'eux et de soin d'elles. Ça a été un déclencheur. Et du coup, ils ont assez bien réagi, puisqu'ils ont mis en place, entre guillemets, une cellule d'écoute où les gens pouvaient venir échanger, soit de façon anonyme, soit de façon bête. Ça, c'était bien pris en charge, parce que là, d'un point de vue psychologique, les gens étaient en souffrance, clairement en souffrance. Et côté gène, alors Alors côté gène, moi j'ai observé 2 trucs sympas. Hein. Tout compte fait, nous fallait qu'on y aille, on était prêts, on y est allé, on a pu mesurer comment c'était bien et comment c'était possible. Donc ça, c'était tout le côté positif. Et puis après, le gros côté négatif, c'est qu'on n'a plus de relations sociales, quoi, direct. Ouais, moi, j'étais malheureux, je dis le mot, j'étais malheureux de ne pas pouvoir être avec mes collègues, de ne pas pouvoir être avec le groupe en formation, de ne pas avoir d'interaction. D'avoir j'étais malheureux, quoi, c'était clairement ça, et eux aussi étaient malheureux, et de toute façon on a mesuré ça quand on a commencé à revenir en salle, se laver les mains, mettre le masque, c'était magique, quoi. Et pourtant je peux te dire que avec le masque sur la figure au mois de juillet Et tout le monde était là? Ouais, on a perdu personne, hein. On est allé chercher tous ceux qui étaient pas là, hein. De toute façon, quand ça décrochait, l'équipe disait attention, là, je le sens pas bien, machin, nanana. Et puis on avait fait quelque chose aussi qui est génial, c'est que régulièrement, on était interpellé par les apprenants eux-mêmes qui nous disaient mais fais attention, Laurent, ta marque là, il est pas bien. Il sait pas s'il va rester dans la formation. Faut que tu vois vite avec lui, etc., etc. Et heureusement qu'on a ce relais-là. Et du coup, l'accompagnement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de celui qui est référent, mais c'est l'affaire des formateurs, mais c'est l'affaire des apprenants entre eux, de prendre soin d'eux. Et quand tout le monde prend soin de soi et des autres, c'est super bien, quoi. C'est comme ça qu'on arrive à être tous au bout, hein. C'est cette dimension-là, quoi. C'est ce qu'on a voulu porter. Et donc, le dispositif gène, donc... Ça fait 4 ans que ça dure. Ça finira le 12 décembre cette année. D'accord. Alors il n'y en aura pas d'autres, parce qu'il n'y a plus de fonds alloués. On a eu ce qu'on appelait des stratégies d'amorçage, des budgets d'amorçage. Et donc là, il n'y en a plus. Et puis les appels à projets sont un peu différents. Là, on a un appel à projet qui est plus sur de l'insertion un peu plus, un peu plus appliquée. Et moi, ma direction m'a demandé si ça m'intéressait. Nous, on est plus des formateurs dans le qualifiant. On a des compétences en insertion, mais c'est pas notre cœur de métier. Et là, il faudrait reconstruire des équipes différentes. Et là, on a l'ensemble de l'équipe s'est positionné sur d'autres projets professionnels, tout en gardant bien sûr les compétences acquises, les méthodologies, la capacité de travailler ensemble, etc., etc. Cette école du numérique, elle a produit des choses extraordinaires. On a des profs dans l'école qui étaient des élèves de la première année. Ça, c'est un truc de fou. Donc, ils étaient apprenants et ils sont devenus formateurs dans l'équipe pédagogique. Formateurs, ouais. Et naturellement. Et puis c'est des gens qui ont vécu le parcours.
Donc c'est de l'intramuros pur. Oui, qui de mieux... Derrière, moi j'ai eu 2 cas. Hein. J'ai le premier cas où je lui ai dit, écoute, t'as ta place dans une équipe de formateurs pour tes compétences. Métier, c'était quelqu'un qui était très très fort et il a passé 2 titres lui la même année. Et le deuxième, à un moment donné dans la discussion, c'était ouais, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Et moi je lui dis, bah dis donc, j'ai cru que tu le dirais jamais. Parce que moi ce qui m'intéressait, c'est de regarder comment ces personnes peuvent donner de l'enthousiasme aux apprentissages. C'est pas comment eux ils ont envie d'y aller, mais comment ils arrivent à faire en sorte que les autres veulent y aller. Et moi j'ai eu tout le loisir de les observer pendant une année entière, puisque je suis observateur du dispositif. Et pendant une année entière, j'ai vu tout l'enthousiasme qu'ils donnaient aux autres pour leur donner envie d'apprendre. Bah voilà, ils ont intégré l'équipe de formateurs, quoi. Voilà, apprenants, formateurs, la boucle est faite. Oui, complètement. Voilà. Et si, alors, donc 4 ans, que peux-tu nous dire du bilan de ces 4 années ? C'est un bilan humain. C'est un bilan humain, ce que j'en retire, c'est ça. Après, bien sûr, nous, on a eu une chance extraordinaire. On nous a laissé désobéir, on nous a laissé nous gérer totalement, en totale autonomie, c'est-à-dire qu'on connaît les règles, hein. On n'est pas... on connaît les règles d'usage, mais dans ces règles, dans cette espèce d'espace, on a tout piloté. On a piloté les recrutements, à la fois des apprenants et puis des formateurs. On a piloté les stratégies pédagogiques. On en a fait un laboratoire où nos collègues venaient voir comment on s'y prenait, parce que ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on a... c'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine. On en a beaucoup d'émotions. On en a beaucoup de satisfaction de voir les gens réussir. Surtout à des gens à qui on a dit de toute façon il n'y arrivera jamais, quoi. Moi j'ai ce cas de cette jeune fille 25 ans à qui on a toujours dit qu'elle était nulle à l'école, qui arrive chez nous, voilà, elle est femme de chambre, 25 ans, femme de chambre, bon, elle comprend que ça va être long, quoi. Elle rentre dans le parcours sur une appétence développement. Cette appétence développement, en milieu de parcours, elle nous dit quand même que le web design, dans son métier, ça pourrait lui servir, étant très bien un 2e titre. Elle nous valide 2 titres, 2 mentions très bien. Voilà, félicitations du jury. Elle rentre en école d'ingé. Voilà, et puis maintenant, elle est en master 1, quoi. Moi, je dis que quand t'es nul à l'école, quand t'as toujours dit que t'étais nul, bah, c'est pas pire. Et ce que je retiendrai, c'est ce qu'elle m'a dit, parce que moi, j'avais besoin d'avoir un retour sur toute la démarche pédagogique que j'avais développée dans le cadre du dispositif, avec un design extraordinaire. Et là, je lui dis, écoute, simplement, toi qui as réussi, toi à qui ce dispositif a réussi, qu'est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu retiens ? Elle me dit simplement, Laurent, je retiens ce que tu m'as dit le premier jour. Ah bon, qu'est-ce que je t'ai dit ? Bah, tu m'as dit que tu me faisais confiance et du coup, j'ai vérifié, c'était vrai. C'est ça le truc. Donc, voilà, c'est ça. Et ça, c'est l'accompagnement. Voilà un peu l'idée. Une belle expérience, belle expérience humaine. C'est super, oui. Oui, et puis des rencontres, des super rencontres, quoi. Voilà. C'est vraiment génial, quoi. Très bien. Eh ben, écoute, c'était très intéressant de discuter de ce dispositif avec toi. Il y a beaucoup de choses que j'ai retenues, dont j'aurais envie de parler davantage. Oui. Peut-être qu'on aura l'occasion de... Oui. Pourquoi pas de lancer une mini-série où on reviendrait sur certains éléments. Oui. Et puis moi, j'aimerais assez entendre peut-être aussi le point de vue des formateurs, des apprenants. Oui. Je crois que ce dispositif, si on doit en parler, on doit tous en parler, quoi. Voilà. Donc oui, cette mini-série, on va faire ça. On va interviewer. On va interviewer ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils en ont retrouvé, etc. Et ça, c'est intéressant. Et puis après, en fonction aussi des demandes des auditeurs, on pourra revenir pour expliquer
cette dimension de parcours sur des situations emblématiques de travail, comment on la décortique, comment on en tire des livrables, comment ces livrables sont évalués, comment ils sont adaptés à cette multimodalité du présentiel, du distanciel, comment est monté un accompagnement individualisé, comment on peut s'affranchir des règles dans les cadres formels, parce qu'il y a des cas, il y a des règles, hein, on a un métier qui est réglementé, on fait pas n'importe quoi. Et ouais, tout ça, on peut en parler, quoi. On peut développer, on est au cœur de l'action, là. C'est super intéressant même pour nous d'en parler. Voilà. Très bien. Donc on va proposer à nos auditeurs de nous faire part de ce sur quoi ils ont envie qu'on échange, et puis qu'on approfondisse. Qu'ils n'hésitent pas, hein, parce que nous, on est des passeurs de savoir, hein, on aime partager. Alors du coup, là, partageons, soyons fous. Voilà, en espérant que cette expérience un peu originale leur permette aussi eux aussi d'imaginer des choses qui n'étaient pas imaginables. Oui. Voilà, parce que moi au début on m'avait dit non mais ça va pas être possible, hein, ton truc. J'ai dit pourquoi ça va pas être possible? Non mais Laurent, 4 métiers dans le même dispositif, t'y penses pas quand même. Oui, si j'y pense fortement d'ailleurs, c'est ça le problème je pense. Mais reconstruire un avion en plein vol. Reconstruire un avion en plein vol dans une approche totalement systémique où l'apprenant est au cœur du dispositif, on construit avec lui. Je reviens sur un détail, on construit des cours avec eux. Et ça, c'est assez top, ça c'est top. Et sur un de ces ateliers, il y a un des apprenants qui me dit « Du coup, si on faisait comme ça, on peut tout apprendre. » Ouais, je crois que c'est un peu ça l'idée quand même. Hein. Ouais, donc tout à fait une vision différente de ce qu'on a de l'apprentissage tel qu'on l'a connu. Oui. Nous, à l'école, pendant les études, où c'est vraiment descendant. Enfin, voilà, où on écoute le prof qui est là. C'est ça. Et surtout, si tu as une bonne idée, tu te tais. Hein. Parce que disons, après, je voudrais pas que ça me vexe, moi, en tant que prof. Non, c'est quelque chose... c'est des formations actives, c'est participatif, chacun se construit. Ils n'ont pas tous besoin de la même chose. Nous, il y a encore cette notion d'inventaire où... écoute, voilà, il y a tout ça, vas-y, fais ton assiette, fais-toi quelque chose de beau. Choisis, si on met ça dans une autre dimension, choisis les couleurs, dessine ton tableau. Représente-toi avec les couleurs que tu décides toi. Il n'y en a aucun qui est pareil. C'est ça qui est beau. Ah ouais. Ah oui, former, c'est pas formater. Hein. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est eux, comment ils sont uniques, quoi. Et ça, ils restent uniques. Hein. Par contre, ça, c'est bien. Voilà. Bon, écoute, sur cette note ultra positive, je te remercie. Moi aussi, je te remercie. Très intéressant de switcher un petit peu comme ça. Oui, ça me fait un peu drôle, mais... Mais je reviendrai vite reprendre le micro pour pouvoir à mon tour interroger, questionner. Bon, merci Laurent. Ouais, merci Mélodie, à bientôt et chers auditeurs, à bientôt et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Oui. Ça sera avec plaisir qu'on y répondra. On vous écoute.